Elles vivent en colonie ou en essaim et font preuve d'intelligence collective. Détour vers le futur s'intéresse aujourd'hui aux abeilles et aux fourmis. Altruisme, démocratie, apprentissage ou encore communication, il ne sera pourtant pas question des humains aujourd'hui, mais des insectes sociaux. Ces petites bêtes sont en effet capables de comportements collectifs incroyables et chaque jour, les scientifiques mettent en évidence des capacités toujours plus stupéfiantes. Mais ont-elles aussi une forme d'intelligence individuelle ? Vous la connaissez sûrement grâce à ses recherches sur le blob, mais aussi sur les fourmis, sans parler des champignons qui sont les héros apocalyptiques de son dernier bouquin. Aujourd'hui, elle vient nous parler de ce que la science nous apprend sur les fourmis, et nous sommes très heureux de l'accueillir dans ce podcast. Bonjour Audrey Dustour. Bonjour. Lui aussi est familier des insectes. Après avoir exploré la personnalité des blattes, le sens de l'orientation des bourdons ou encore le vote des mouches, il dirige actuellement une équipe de recherche à Toulouse avec laquelle il scrute les mouvements des abeilles grâce à des radars et à des plantes robotiques. Bonjour Mathieu Lioro. Bonjour. Audrey, je précise aussi que tu es directrice de recherche au CNRS, au CRCA, le Centre de recherche sur la cognition animale. Comme Mathieu d'ailleurs. Comme Mathieu, biologiste de formation, comme Mathieu, et myrmécologue. Comme Mathieu. Comme Mathieu, c'est-à-dire spécialiste de l'étude du comportement des fourmis. La fourmi, dans l'imaginaire collectif, c'est l'exemple type de l'insecte social, grégaire, comme l'abeille d'ailleurs. Alors, Audrey, est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment elles communiquent entre elles ? Qu'est-ce que les recherches scientifiques nous apprennent aujourd'hui sur leur mode de communication ? Alors les fourmis, elles ont différents moyens de communication, mais celui dont on parle le plus souvent, c'est les pistes de phéromones. Donc il faut imaginer, c'est comme le petit poussé. Quand la fourmi va chercher de la nourriture à l'extérieur du nid, si elle en trouve, et si la nourriture est très bonne, elle va revenir au nid en laissant des petites molécules sur le sol. Ce sont des phéromones qui vont à la fois guider ses congénères à cette source de nourriture et c'est aussi un moyen de stimuler les autres fourmis à sortir du nid pour aller manger. Et avec ce trafic qui se met en place, chacun renforce cette piste et on a un vrai trafic entre la source de nourriture et le nid. Et donc c'est une communication qui est surtout chimique et cette phéromone est détectée grâce aux antennes qui sont un petit peu le nez de la fourmi. Donc si jamais il y a une bonne piste mais qu'elle n'est pas suivie par les copines, le renforcement ne va pas se faire et elle risque de se perdre. Exactement, et aussi si par exemple elles arrivent à la source de nourriture et la nourriture a disparu, là elles vont laisser un autre type de phéromone qu'on appelle les phéromones stop parfois pour dire là c'est plus la peine d'y aller, il n'y a plus rien. Trop tard. Alors deux questions, est-ce qu'on peut dire que c'est un langage ? Et deuxième question, est-ce que c'est quelque chose qu'elles apprennent ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné ? C'est-à-dire que quand elles naissent, elles savent immédiatement le faire. Alors clairement ça ne répond pas à la définition du langage, oui. Donc c'est vraiment juste une communication où on a plusieurs phéromones, par exemple phéromone d'alarme, phéromone pour la nourriture, phéromone pour stopper. Et ensuite c'est inné. Le comportement de pistage. Par contre, il peut varier avec l'expérience, tout de même. Et il y a aussi une variabilité interindividuelle. Il y a des fourmis qui, par exemple, le lundi vont pister, mais le mardi, elles ne vont pas pister. Puis le mercredi, elles vont pister à nouveau. Ça dépend en fait de l'état motivationnel de la fourmi, si elle a vraiment faim ce jour-là, etc. Et donc, on avait fait comme ça, de marquer des fourmis avec des petites pointes de couleur. Et on voit qu'il y en a certaines qui sont plus actives dans le comportement de pistage, d'autres beaucoup moins. Ah ouais. Et juste dernière question, Marina. Est-ce que toutes les fourmis du monde, parce qu'il y a plein d'espèces différentes, c'est les mêmes phéromones ? C'est-à-dire qu'une fourmi étrangère à une colonie, entre guillemets, elle peut suivre une piste ou bien elle va rien comprendre ? Alors toutes les espèces de fourmis ne pistent pas, parce qu'on a quand même 13 000 espèces de fourmis, donc il y en a une certaine partie qui piste, il y en a qui pistent pas. Et les phéromones sont souvent en fait spécialisés pour une espèce de fourmi. Mais il y a des fourmis qui, au cours de l'évolution, ont appris à suivre les pistes des autres espèces pour bénéficier de la nourriture. Et dans le livre, on en parle. C'est les fourmis tortues qui n'hésitent pas à piquer, à suivre les pistes des autres fourmis pour trouver de la nourriture. Ouais, faut être elles sont opportunistes, quoi. Exactement. Et alors, du côté des abeilles, Mathieu Lioro, alors toi, tu étudies le déplacement des pollinisateurs et les interactions avec le milieu naturel. Et alors, du coup, comment est-ce qu'elles font pour butiner ? Parce que là, les fourmis, elles vont chercher, elles ramènent les petits chemins. Les abeilles, elles ne peuvent pas laisser des petits clous, des petits cailloux, des petites choses sur là, ça ne peut pas flotter. Comment est-ce qu'elles font, elles, pour se repérer ? Comment est-ce qu'elles vont choisir les fleurs ? Elles font pas ça au pif. Nous, on a l'impression que c'est fastoche, butiné. En fait, il doit y avoir une certaine logique quand même. C'est un peu compliqué, oui, si on se met à la place d'une abeille pour butiner, parce que les fleurs sont très loin, elles sont, et elles donnent des petites quantités de nectar. Et donc, en fait, ce qu'il faut pour une abeille, c'est trouver un spot où il y a énormément de fleurs, un arbre en fleurs, un cerisier. Voilà, au mois de mai, quoi. Bingo. Et effectivement, elles ne vont pas lâcher des phéromones. Enfin, il y a certaines espèces qui le font, mais les abeilles qu'on a en tête, les abeilles domestiques, les abeilles à miel, elles vont communiquer par une danse. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont revenir à leur nid et elles vont faire dans le noir un petit chemin, un 8, en tremblant au milieu du 8. Et dans ce petit chemin,
Eh bien, il y a le code qui indique la localisation de la source de nourriture qui a été trouvée. La carte. Exactement. Et donc les abeilles qui suivent ce petit chemin dans le noir, en touchant avec leurs antennes l'abeille qui est en train de danser, vont pouvoir sortir de la colonie et se diriger vers la source de nourriture. Donc là, on n'est pas sur une communication chimique, on est plutôt sur une interaction physique. Tactile, voilà, on peut le dire. Et donc du coup, avec les codes qu'elles ont, elles sont capables, parce que c'est pareil, si on me fait un petit signe dans la tête, je suis pas sûre que je sois capable de me représenter ce qu'il y a à côté, quoi, pour savoir où est-ce que je dois aller. Elle lui dit pas tourne à gauche. Si, c'est ça. Elle lui dit certainement tourne à gauche. En fait, voilà, leur cerveau, faut penser que leur cerveau a évolué pour décoder ce code. Et c'est ce qu'elles font quasiment toute la journée quand elles vont butiner. Elles décodent les codes des autres abeilles qui dansent. Et donc, effectivement, le cerveau est optimisé pour acquérir ces informations. Donc elles sont capables de se représenter en fait l'espace dans leur tête pour savoir si une vibration dans ce sens-là, ça veut dire aller à droite et revenir aussi à la ruche, parce qu'il y a des fois pas se perdre. oui, c'est ça, il y a des champs ou des arbres qui sont à plusieurs kilomètres parfois de la ruche. Exactement. Donc on ne sait pas exactement comment elles n'ont pas de GPS quand même. Elles n'ont pas de GPS, très certainement pas. Elles n'ont certainement pas une carte routière non plus dans la tête, mais elles ont des façons de pouvoir s'orienter grâce au soleil et notamment et à certains repères visuels dans l'environnement, un arbre, une maison, une route. Des codes. Et elles sont capables d'identifier comme ça des formes, des volumes. Enfin, ça prend un sens. Alors, les abeilles voient très très bien. Ok. Alors, une mauvaise résolution, elles sont myopes, bien sûr, mais elles voient très très bien et elles apprennent les formes, les couleurs, les repères visuels en 30 secondes. Et elles décident de suivre la copine suite à sa petite danse qui a été suffisamment... Exactement, si bien qu'à un moment donné, si un arbre en fleurs a été découvert, au bout de 30 minutes, on va avoir des centaines, des milliers d'abeilles qui vont venir s'agglutiner sur cet arbre en fleurs et piller tout le nectar. Alors justement, on l'a dit, elles décident. Je reviens, Audrey, sur les fourmis. Comment elles décident ensemble, les fourmis, pour suivre une piste plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est en fonction du taux de phéromones qui est laissé? Ou est-ce qu'il y a d'autres processus qui rentrent en compte? Et puis comment elles font pour régler s'il y a des conflits? Parce que j'imagine bien que dans une collectivité, y compris de fourmis, il y a bien des conflits un jour qui surgissent. Ah oui, il y a des conflits. C'est le plus fort qui gagne? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'elles discutent d'une certaine manière? Alors, c'est clair que la concentration en phéromones joue un grand rôle. Donc, si vous imaginez que j'ai deux sources de nourriture totalement équivalentes, j'ai mes fourmis qui vont sortir de la colonie, elles vont se diriger vers les deux sources de nourriture, elles vont revenir et laisser de la phéromone. Mais forcément, ce ne sera pas exactement la même concentration. Et les fourmis qui sortent, elles sont capables de détecter les différences de concentration. Et donc, elles vont choisir d'aller vers la phéromone la plus concentrée. Et en faisant ça, elles renforcent cette différence. Et petit à petit, cette différence est amplifiée et il y a une source de nourriture qui est abandonnée. Et donc, on a ce qu'on appelle une prise de décision collective. Et donc, si maintenant, dans mon expérience, j'ai une source de nourriture qui est très peu concentrée en sucre, une très fortement concentrée en sucre, les fourmis, on sait qu'elles sont capables de déposer des phéromones en fonction de la qualité de la nourriture. Donc, elles déposent plus de phéromones quand c'est meilleur. Et donc, très vite, ces différences sont amplifiées et on a la sélection de la nourriture la plus concentrée. Et c'est le même phénomène quand on a des chemins courts et des chemins longs. Les fourmis sont capables de sélectionner toujours le chemin le plus court. Mais elles n'ont pas besoin de comparer les options. C'est ça qui est absolument génial. C'est que finalement, c'est une décision qui se prend au niveau collectif. Elles n'ont pas besoin de comparer pour aller toutes à la bonne source de nourriture. D'accord. Donc il n'y a pas de conflits qui peuvent naître de certaines qui voudraient aller là. Pas de ça. Voilà. Alors nous, on peut créer des conflits expérimentalement quand on va manipuler l'état motivationnel des fourmis expérimentalement, c'est-à-dire qu'on va prendre une colonie, on la sépare en deux, et à une colonie, on va lui donner que des protéines, et à l'autre, on va leur donner que des sucres, et quand on les mélange, bien sûr, elles n'ont plus les mêmes envies. Et là, on va avoir des petits conflits, mais quand même, ces conflits sont toujours réglés de manière à ce qu'on ait toujours une décision collective, parce que ce qui importe à la fourmi, c'est quand même la cohésion du groupe. Oui. C'est plus important parce qu'en groupe, on peut mieux se défendre, etc. Donc elles vont quand même toujours rester, même si elles n'ont pas les mêmes avis. Il y en a toujours une qui finit par céder. Il y a un consensus qui se crée, il y en a, voilà. C'est beau. Et côté des abeilles, alors pareil sur les histoires de décision collective, il y a quand même un exemple dont on entend de temps en temps parler, c'est cette idée du choix de la ruche. De temps en temps, il faut changer. Ça aussi, c'est choisi collectivement, tout le monde est d'accord. Comment ça marche? Elles votent, les abeilles. C'est exactement la même chose. Le droit de vote est donné à tout le monde. Exactement. Le parallèle est troublant avec celui des fourmis. C'est la même chose. C'est le même phénomène de prise de décision collective. Sauf que ça passe pas par des phéromones, ça passe par la danse dont on a parlé tout à l'heure. Cette danse, elle peut permettre d'indiquer à la colonie également un futur endroit pour s'installer.
Et donc, on va avoir comme ça que lorsque une partie de la colonie veut essaimer, veut partir de sa vieille ruche et trouver un nouvel endroit pour nicher, et on va avoir des exploratrices qui vont aller chercher des endroits, qui vont identifier la qualité d'un trou d'arbre creux, une cavité quelque part qui est déjà existante, et elles vont revenir à l'essaim et danser, et dire là-bas il y a une cavité, et plus elles vont danser longtemps, plus la cavité est de bonne qualité, exactement. L'argument est fort. Et donc on peut avoir comme ça différentes exploratrices qui vont danser pour différentes cavités qui sont en compétition. Et chaque exploratrice, en fonction de sa conviction, va pouvoir recruter d'autres exploratrices qui vont aller voir par elles-mêmes, qui vont juger la qualité de la cavité et qui vont danser à leur tour ou non. Venir renforcer ou non l'avis numéro 1. Exactement. Et comme ça, on va avoir un système de vote. On va avoir des groupes d'exploratrices qui vont danser très très fort pour certaines cavités, d'autres qui vont danser un peu moins fort. Et on va avoir une balance, comme ça, un équilibre qui va se former à un moment donné. On va avoir trop d'individus qui vont danser pour une même cavité, et ce trop d'individus fait qu'on va atteindre un seuil. Et quand ce seuil est atteint, toutes les abeilles s'envolent vers la cavité qui a remporté le plus de votes. Donc là aussi, il y a une idée de consensus et de rester fédéré autour du collectif. C'est exactement le même phénomène. Mais alors, on parle de danse pour signifier qu'il y a un champ à aller butiner, on parle de danse pour aller signifier qu'il y a une cavité à aller investir. Ça veut dire qu'il y a des danses différentes, parce que là, c'est abstrait. Comment elles savent que l'abeille qui rentre et danse pour aller manger ou pour aller trouver une cavité? Alors, dans ce cas-là, ça se passe dans deux contextes différents. La danse pour aller manger se passe dans le noir, dans le nid. Okay. Alors que la danse pour trouver la cavité, elle se passe lorsque la colonie a déjà essaimé, donc les abeilles forment une grappe sur un arbre près de l'ancienne ruche, et donc c'est au soleil. Et à ce moment-là, les abeilles n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de trouver une nouvelle cavité. La reine est bien protégée au milieu de la boule d'abeilles. Et d'ailleurs, il y a certains apiculteurs qui font des vidéos YouTube où ils se mettent des essaims sur la tête. À ce moment-là, les abeilles piquent pas. Elles veulent simplement trouver une nouvelle cavité. C'est l'urgence du moment. Exactement. Wow. Tout ça, c'est vraiment fascinant. On est là sans voix. C'est fascinant. Complètement. Alors, en fait, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour étudier ça? Parce que clairement, ça suppose de vraiment être au contact très précis de ces insectes qui sont petits, je le rappelle, évidemment. Et puis, on a aussi dit, peut-être c'est intéressant de le rappeler, qu'ils ont une origine commune, l'abeille, en termes de l'évolution, l'abeille et la fourmi, parce qu'on vous met côte à côte comme ça, mais finalement, elles ont un ancêtre commun. Ouais, elles font partie de l'ordre des hyménoptères, et donc c'est une ancienne guêpe. L'ancêtre des fourmis, des abeilles, ça ressemblait fortement aux guêpes de maintenant. Et donc les fourmis ont perdu au cours de l'évolution les ailes et ont préféré nous rester sur le sol, et les abeilles ont préféré monopoliser l'espace. Ouais. Et les abeilles sont devenues véganes. En plus, alors que les fourmis, non. Non, jamais. Toujours non. Bon. Alors, vous allez nous raconter comment on étudie justement ces fourmis et ces abeilles, parce que je suppose que les méthodes que vous employez aujourd'hui ont dû changer par rapport à ce qu'on employait dans le passé. Pour repérer les lieux de butinage et les fleurs préférées de ces laborieux insectes, il suffira désormais de battre la campagne avec un filet à papillons et un compteur Gégère. Ces nouvelles méthodes viennent d'être expérimentées dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la ruche cobaye, en détectant les abeilles rendues radioactives. Cette reconnaissance devait permettre aux spécialistes d'établir de véritables cartes de butinage. Résultat important puisqu'ils permettront de rapprocher la ruche de ses restaurants naturels, de raccourcir ainsi le temps de vol et finalement d'accroître la production du miel. Sous le signe de l'atome, l'heure de la productivité a sonné pour les abeilles. Alors, autre temps, autre mœurs, vous venez d'entendre comment en 1959 on tentait d'étudier les abeilles pour augmenter leur productivité. Alors Mathieu Liauraud, j'imagine que ces méthodes ont disparu depuis un moment, alors rassure-nous là-dessus. Et puis au-delà du clin d'œil, comment est-ce qu'on fait concrètement pour étudier les mouvements des abeilles aujourd'hui ou les comportements qu'elles ont ? Oui, malheureusement, on n'est plus dans les 30 glorieuses. Alors, c'était tout à fait ingénieux à l'époque. Aujourd'hui, on sait que le nucléaire est dangereux pour les organismes. Donc, on ne se permet plus de faire ça. Donc, effectivement, étudier le déplacement des abeilles dans le milieu naturel, c'est un enjeu très, très important pour sauver la biodiversité et peut-être l'humanité un jour. Parce que les abeilles, lorsqu'elles se déplacent, qu'elles vont butiner, elles pollinisent. Donc, elles assurent la reproduction des plantes, la production des fruits, des légumes, etc., etc.
Le problème aujourd'hui, c'est que c'est très difficile à suivre une abeille parce que ça va très vite, ça peut faire 20 km, ça vole très haut. Parfois, vous les voyez à 10 mètres d'altitude en haut des immeubles. Et puis une abeille, ça ressemble à une abeille. Et à une autre abeille. Et encore plus à une autre. Exactement. Donc on ne peut pas mettre aujourd'hui un GPS sur une abeille, elle ne va pas voler. Ouais. La seule solution qu'on a, c'est d'utiliser des radars. Donc dans mon laboratoire, on a d'énormes radars, des radars de la marine qu'on a détournés un petit peu, et qui nous permettent de suivre un signal électromagnétique qui correspond à celui d'une abeille. Donc avec ce radar, on peut suivre quelques individus qui portent une petite antenne sur le dos, et on les suit sur 1 kilomètre. Donc on accroche une petite abeille une petite antenne sur le dos de l'abeille pour pouvoir la suivre. Exactement. Donc on y passe des heures. Oui, c'est du travail d'orfèvre. Exactement. C'est pour ça que je recrute beaucoup d'orfèvres dans mon laboratoire. C'est un métier. Alors justement, on parle de radioactivité, d'abeilles, d'irradiation, parce que Mathieu, tu as quand même fait une étude aussi sur, alors non pas des abeilles, mais des bourdons, je crois, à Fukushima, en site radioactif, on peut dire comme ça, hein, avec la catastrophe nucléaire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez constaté, en fait, comme effet que produit la radioactivité sur les bourdons? Alors, on a étudié effectivement les abeilles. Et des frelons, pas les bourdons, parce que on n'a pas trouvé de bourdons là-bas sur place, mais on a participé à un grand projet de recherche qui essaye de mesurer les effets de cette radioactivité finalement résiduelle, assez faible, à Fukushima, parce que les gouvernements japonais aimeraient remettre les populations humaines là-bas. Voilà. Donc, pour étudier ces effets, on a fait appel à moi parce que j'étudie le comportement, la cognition, l'intelligence. Et donc, ça permet d'étudier des effets très subtils. C'est-à-dire que là-bas, la biodiversité est foisonnante. C'est luxuriant. C'est pas binaire, tout le monde est pas. Enfin, c'est pas vide, mort et compagnie. Oui, c'est pas un désert aride. C'est ça. Au contraire, c'est la forêt. Comme à Tchernobyl d'ailleurs. Exactement. Donc la vie sauvage est revenue. Sauf qu'on s'aperçoit que les animaux sont un petit peu défaillants. Et en l'occurrence, nos études sur les abeilles montrent que les abeilles n'arrivent plus à apprendre à associer une couleur à une récompense. Donc du jaune à de l'eau sucrée, par exemple. Et ça, c'est très gênant pour une abeille qui butine. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à reconnaître la fleur sur laquelle elle se spécialise. Les abeilles ne se spécialisent plus, donc elles ne butinent pas très certainement de manière fonctionnelle. Ça veut dire qu'il y a une baisse de leur QI, de leur capacité cognitive, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Elles n'arrivent plus à apprendre. Ah oui. Et donc, vous avez mis en place des tests de QI pour les frelons, pour les abeilles? Alors voilà, pour éviter de rester trop longtemps irradiés dans la zone, on a développé une petite machine qui est en fait un test de labyrinthe dans lequel les abeilles peuvent rentrer et les abeilles doivent individuellement résoudre un petit problème, typiquement reconnaître une couleur pour obtenir une récompense. Et lorsqu'elles ont fait ça, les abeilles peuvent repartir à leur ruche et revenir, et donc s'entraîner comme ça au fur et à mesure du temps, sans qu'on soit là. Et donc avec ça, on peut créer des courbes d'apprentissage et donc mesurer leur QI, effectivement. Et on s'est aperçu que le QI des abeilles en zone contaminée était beaucoup plus faible que le QI des abeilles à 100 km de cette zone. Il pourrait y avoir une corrélation, enfin il y a une corrélation, ça peut être une conséquence de l'irradiation. Voilà, c'est plus qu'une corrélation. Oui, c'est clair. J'essaye d'être prudent, hein, mais là pour le coup, c'est vraiment une conséquence. Alors il y a un mot que tu as dit, Mathieu, c'est individuel. Du coup là, on parle cette fois-ci de capacité individuelle. De quoi sont capables les insectes à titre individuel en termes de capacité, alors on va dire de forme d'intelligence ou de cognition? De quoi elles sont capables? Qu'est-ce qui est capable de faire une abeille? Donc tu nous parlais de couleur, d'apprentissage. Qu'est-ce qu'elles savent faire toutes seules? Énormément de choses. Donc on sait qu'elles peuvent apprendre à associer des formes, des images à une récompense d'eau sucrée. Elles adorent l'eau sucrée. Donc voilà, des images, des odeurs, des textures, la combinaison de tout cela. En fait, c'est pour apprendre à butiner, pour apprendre à reconnaître une fleur. On sait qu'elles sont capables de s'observer les unes des autres et d'apprendre les unes des autres une nouvelle technique de butinage. Par exemple, j'ai un collègue anglais qui s'amuse beaucoup à faire rouler des petits ballons à des abeilles ou tirer des cordes. Dans un laboratoire, bien sûr. Donc, il entraîne les abeilles à faire ça, tirer une corde, ouvrir une boîte pour obtenir de l'eau sucrée. Ah oui, donc, c'est très long, c'est très artificiel, puisque c'est le chercheur qui apprend à l'abeille cela. Mais lorsque l'on met une abeille naïve, totalement naïve, nouvelle, qui peut, en condition qu'elle puisse observer l'abeille qui a été entraînée par le chercheur, et bien, cette abeille naïve va acquérir le comportement. Elle va pouvoir le copier et le reproduire. Et parfois même innover. Ce qui est incroyable, parce qu'effectivement, enfin, on le rappelle, ils ont quand même des cerveaux tout petits, ces insectes. C'est 1 millimètre cube, c'est ça? Dans le cas de l'abeille, oui.
Voilà. Et ils sont donc capables d'apprentissage de ce type-là. Et les fourmis, qui ont peut-être un cerveau peut-être même encore plus petit, sont-elles capables de faire des choses comme ça? Elles sont quand même super fortes. Mais grave. Non, les fourmis. Que savent-elles faire? Elles savent faire plein de choses, les fourmis. Non, les fourmis, elles peuvent apprendre aussi les couleurs, les symboles. Dans le laboratoire, il y a Antoine Wistrach qui montre qu'elles peuvent apprendre des routes. Alors, c'est sûr qu'en laboratoire, en tout cas, les fourmis, c'est plus difficile de travailler sur la mémoire parce qu'elles sont moins motivées. Bizarre. Mais c'est pas qu'elles sont moins capables. Je pense que c'est en laboratoire, c'est trop artificiel pour elles pour qu'exprimer ce type de comportement. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé sur des fourmis qui reposent sur tout ce qui est communication chimique et donc qui reposent sur le collectif. Donc on étudie un petit peu moins la mémoire. Mais par exemple, si vous confrontez une fourmi qui a appris à aller à un certain endroit pour trouver de la nourriture et de l'autre côté, il y a une piste de phéromones, souvent elle va préférer son information privée, celle qu'elle sait, plutôt que de suivre bêtement la piste de phéromones. Voilà. Donc non, elles sont capables d'apprendre. Et aussi, en plus des abeilles, des fourmis, il y a les guêpes. Et Mathieu le dit très bien dans son bouquin, les guêpes, elles sont aussi capables de reconnaître la face des autres guêpes. Ça, c'est absolument génial. Parce que ça, on ne pensait pas. C'est une espèce de reconnaissance des visages chez les guêpes. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes taches noires et jaunes. Et du coup, ça va, elle c'est la dominante, celle. On va se tenir tranquille. Donc là, elle fait moins d'émancipation à ce moment-là. Et la fourmi qui joue le rôle du pilier sur un pont quand il y a beaucoup de fourmis qui se précipitent, par exemple. Raconte-nous cette histoire. Comment elle décide de se transformer comme ça, pas de se sacrifier, mais en tous les cas de se positionner pour aider le groupe? Alors, on ne sait pas comment ça marche, mais c'est vrai que donc on a fait des expériences où on essayait de créer des embouteillages chez les fourmis. Nous avons totalement échoué. Et donc... Bonne nouvelle, peut-être qu'on peut s'inspirer. Exactement. Parce que ce qu'on faisait, donc, c'est d'avoir des voies qui sont de différentes largeurs. Et quand on a vu qu'on n'avait pas d'embouteillage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des colonies beaucoup plus importantes, avec beaucoup plus de fourmis. On n'avait toujours pas d'embouteillage. Mais par contre, ce qu'on a commencé à observer, c'est ce comportement de fourmis qui se stoppent complètement pendant des fois 3 minutes. Elles ne bougeaient pas du tout. Et il y avait plusieurs fourmis comme ça. Donc on s'est dit, est-ce que ces fourmis ne pourraient pas servir de piliers pour fluidifier le trafic? Parce que ça, c'était une idée qui avait été introduite par Dirk Elbing, qui est le collègue des Mehdi Moussaïd, qui travaille sur les foules humaines et qui avait fait une simulation où il montrait que si on mettait des piliers dans un couloir, les humains pouvaient se déplacer plus facilement. On se dit, est-ce que ça aide le trafic? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des petits piliers, nous, en plastique. C'était des petites perles. Et là, les fourmis ont arrêté de stopper. Et on avait, pareil, le même type de trafic. Donc, avec la simulation, on a pu montrer que ces fourmis vraiment fluidifiaient le trafic. Donc, c'est un papier qui est en révision actuellement, donc qui sera, à mon avis, publié cette année, dans l'année. Et donc, on est assez contents parce que c'est vraiment un phénomène que les fourmis, elles créent leur propre architecture. Donc, elles s'organisent pour faciliter la circulation collective et donc à ne pas faire sur le périphérique. Hein. On est bien d'accord qu'on parle des piétons à ce moment-là. Pour le métro au Japon, par exemple, ça peut être utile. Sur ces plots, finalement, c'est effectivement ce qu'on fait, nous, dans nos architectures et notre urbanisme, mais qui est là, fait de manière spontanée par des fourmis. C'est ça. Et elles font beaucoup comme ça d'architecture avec leur corps. Donc les fourmis légionnaires, par exemple, construisent des échafaudages, des ponts, des nids avec leur corps. Où les fourmis légionnaires d'Amérique du Sud, elles sont nomades. Donc elles n'ont pas de maison. Mais c'est pas grave. Elles font en fait un nid en s'accrochant les unes les autres, en créant des chambres à l'intérieur, et les murs sont des corps de fourmis. Waouh. L'inspiration à prendre. Le biomimétisme a peut-être une source chez les fourmis aussi. Peut-être un dernier, un élément aussi sur les comportements individuels chez les fourmis, c'est quand elles sont malades, en fait, elles se mettent elles-mêmes en quarantaine pour ne pas contaminer les autres, c'est ça? Oui, c'est comme les oiseaux qui se cachent pour mourir. Les fourmis, c'est pareil. Et c'est une équipe allemande qui a montré que quand les fourmis sont attaquées par un champignon, elles ont tendance à se tenir très très loin de la colonie. Et pour prouver que c'était pas le champignon qui était aux manettes, puisqu'on sait que les champignons peuvent manipuler les fourmis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un autre type de maladie et ils ont observé exactement le même comportement. La fourmi malade s'éloigne du nid pour pas propager la maladie. Très altruiste. C'est très altruiste. Et du coup, globalement, parce que c'est pareil, au niveau de leur nid, c'est quelque chose d'extrêmement propre. Elles ont toute une hygiène, des règles du jeu qui sont très très posées pour que le nid reste hyper clean. Ça aussi, c'est des comportements à la fois collectifs et à la fois individuels. Oui, alors il y a beaucoup de fourmis qui sont en effet impliquées dans le ménage de la colonie. C'est important. Et il y a certaines colonies chez qui c'est vraiment à l'apogée du ménage, quoi. C'est les fourmis, les fourmis coupeuses de feuilles. Elles élèvent un champignon, donc elles font de l'agriculture. Et le plus grand risque pour ces colonies-là, c'est que le champignon tombe malade.
Et donc là, elles vont pas hésiter à nettoyer leur culture. Et les fourmis qui ont contracté une spore de champignons invasifs vont être mises à part dans des espèces de décharges. Elles n'ont plus le droit de sortir de leur vie et elles sauront, leur rôle sera justement de ranger toutes ces... c'est comme si, oui, voilà, c'est des vieilles fourmis qui sont contaminées complètement, mais qui ne meurent pas. Donc ils sont en train de faire le ménage dans ces décharges. Intérêt collectif. Voilà. Et si les abeilles prenaient le contrôle un petit peu dans le futur? C'est un peu le pitch de notre feuilleton de science-fiction qu'on va vous faire écouter tout de suite, qui a été imaginé par l'ICAM, mis en scène par Christophe Ruetsch. Voici La grève des abeilles. Le phénomène a commencé il y a une dizaine d'années. Nous avons mis du temps à prendre conscience de son existence. Et il a fallu qu'il prenne de l'importance pour qu'il soit porté à l'attention des scientifiques. Quand elle ne concernait que quelques potagers et vergers, la baisse de rendement trouvait tout un tas d'explications probables. On évoquait une mauvaise année, des vents violents ou des fortes pluies, des gels tardifs, des sécheresses. Le phénomène a été identifié avec certitude en Occitanie. Au début, le problème a été qualifié de grève des abeilles par les médias. Des surfaces de taille imposante, baissées sensiblement en rendement. Et les agriculteurs témoignaient d'une disparition totale des abeilles sur de grands espaces, allant jusqu'à des centaines de kilomètres carrés. Des apiculteurs rapportaient, quant à eux, que leurs ruches étaient soudain désertées par leurs occupantes. Le phénomène a commencé à inquiéter quand, à force d'observation, on a compris que les abeilles évitaient sciemment certaines zones. On y installait des ruches, mais ça ne marchait pas. Soit les abeilles ne sortaient pas et se laissaient mourir, soit elles formaient des essaims sauvages des kilomètres plus loin. Nous devons à un groupe d'éthologues toulousains spécialisés dans le comportement des insectes sociaux, d'avoir réussi à percer le mystère. Ils ont découvert que les abeilles fuyaient les terres imprégnées de pesticides. Il n'a pas été identifié pour l'instant comment elles parviennent à évaluer les concentrations en pesticides. Nous ignorons également comment elles se communiquent l'information. Nous savons seulement qu'elles privilégient les cultures bio. Texte, l'ICAM. Voix, Corinne Marmiton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Alors au-delà d'une grève, on sait quand même que les pesticides ont un impact important sur les insectes. C'est quoi finalement cet impact sur eux? Est-ce que c'est sur leur capacité? Est-ce que ça les tue? Quel est l'impact des pesticides sur les insectes? Alors, on va pas parler de tous les pesticides, non, parce qu'il y en a beaucoup. Énormément. Mais peut-être les néonicotinoïdes. Voilà, par exemple les néonicotinoïdes, voilà. qui sont devenus très célèbres pour leur nom et aussi pour leurs effets. Pose question depuis très longtemps, ont été interdits, puis sont plus ou moins réautorisés, etc., etc. En Europe, mais à travers le monde, ils sont complètement utilisés. Le problème de ces insecticides, c'est qu'ils ont été développés pour agir sur le cerveau d'espèces pestes comme les pucerons, certaines chenilles, qui sont des insectes. Et donc ce sont des neurotoxines qui agissent directement sur le cerveau de tous les insectes et même le nôtre. Si on buvait ces neurotoxines, notre cerveau serait paralysé. Donc l'idée, c'est que ces pesticides, même s'ils sont mis à très faible dose dans l'environnement, des doses qui vont permettre de tuer certains pucerons ou contrôler les populations, eh bien, ils sont encore résiduels dans les plantes, dans le nectar, dans le pollen, et en fait les abeilles vont venir se nourrir de ces neurotoxines. Donc ça ne va pas tuer les abeilles directement, mais ça va paralyser certaines zones de leur cerveau. Et du coup, ça va avoir des effets un peu comme la radioactivité sur le frelon dont on parlait tout à l'heure, et l'abeille. C'est exactement la même chose, donc des effets sublétaux très subtils, difficiles à déceler, qui vont perturber le comportement. Donc on va avoir des abeilles qui vont se perdre dans la nature, jamais revenir, des abeilles qui ne vont pas réussir à butiner, des abeilles qui ne pourront plus communiquer. Donc on va avoir des colonies qui vont survivre, et puis à un moment donné, un jour, on va se réveiller, puis
il y aura plus personne. Et ça, est-ce qu'on peut imaginer, alors un petit brin d'espoir comme dans cette mini-fiction, qu'un jour elles vont comprendre ça et elles vont développer des stratégies, puisqu'on on discute là sur quand même l'intelligence à la fois collective et individuelle de ces animaux. Est-ce que ce serait envisageable qu'elles développent peut-être une stratégie de réponse à ça ou d'évitement? Cette idée de l'évitement, est-ce que vous la constatez déjà dans la nature? Est-ce qu'il y a des endroits où les abeilles ne vont jamais, par exemple? Malheureusement, on la cherche, cette stratégie, on ne l'observe pas. Au contraire, même il y a certains... Les néonicotinoïdes, en l'occurrence, semblent attirer les abeilles et les rendre addictes. Donc, c'est-à-dire que des abeilles qui... c'est une drogue, en fait, pour le cerveau. Exactement. Néonicotinoïdes. Donc, ça agit comme la nicotine. Et en fait, on a des abeilles qui sont addictes. Donc, malheureusement, ça a l'effet inverse pour ces molécules-là. Et il y a tout un tas d'autres polluants pour lesquels on observe soit des abeilles qui n'arrivent pas à les détecter dans la nourriture, donc elles ne savent pas qu'elles se polluent, qu'elles se contaminent, ou soit des effets attractifs, là, comme les néonicotinoïdes. Donc on n'a pas découvert de comportement de fuite des abeilles. Il y a une chance extrêmement infime qu'un jour, certaines abeilles découvrent le moyen de fuir ces molécules. Donc la meilleure solution, ce serait que nous, on arrête d'en utiliser. Donc effectivement, on peut aller vers le bio comme il est proposé dans la pastille. Alors tant qu'on est dans les sujets un peu graves, là on parle des pesticides, il y a aussi le changement climatique qu'on perçoit. Est-ce que le changement climatique a un impact sur leur comportement, sur leur façon d'agir, leur façon d'être, leur transmission, leur communication ? Oui, tout à fait. Là, c'est encore indirect. Le changement climatique, c'est quoi? C'est des saisons qui disparaissent, donc des plantes qui changent de moment de floraison, donc de la nourriture qui est plus ou moins disponible aux abeilles, plus ou moins durant toute l'année. Et en fait, on observe que les abeilles vont hiverner beaucoup plus tard et vont être actives à un moment donné où il n'y aura plus de plantes. Donc, par exemple, on va avoir des abeilles qui vont chercher à butiner au mois de novembre, des herbes qui ne sont pas en fleurs, des arbres à moitié morts, etc. Donc, il y a un mismatch, pardonnez-moi de parler anglais, entre l'activité des abeilles et des connexions, on peut dire. Des connexions entre l'activité des abeilles et la présence de nourriture, par exemple. On a aussi des événements climatiques d'extrême chaleur. Donc, quand il commence à faire 35-40 degrés, les abeilles ne sortent plus, elles ventilent pour essayer de sauver la colonie, de la maintenir à une certaine température. Et donc, on n'a plus d'activité, et plus de butinage. Et elles s'épuisent sur ça. Exactement. Et du côté des fourmis, qu'est-ce qu'on constate aussi des impacts ou des effets du changement climatique? Oui, ça va surtout favoriser le changement climatique, les espèces invasives. Et c'est surtout là où on va avoir un effet sur les fourmis. Par exemple, la fourmi d'Argentine, qui occupe toute la côte méditerranéenne, qui fait tout le tour de l'Espagne, le Portugal, etc. C'est les fourmis qui vont commencer à monter en latitude. Et ces fourmis-là, le problème, c'est qu'elles sont en nombre et elles prennent la place des fourmis qui sont endémiques à certains endroits et qui vont les chasser. Et sauf qu'elles ne font pas le même boulot. Les fourmis d'Argentine, par exemple, dans le sud de la France, on a des fourmis granivores qui dispersent des graines et c'est très important pour les plantes. Les fourmis d'Argentine, elles ne vont pas faire ça. Elles ne vont pas faire le job. Donc, elles vont monter, occuper tous les espaces et ça va chasser des fourmis endémiques. Et on voit qu'il y a un lien entre changement climatique et espèces invasives parce que les espèces invasives de fourmis sont habituées à des températures très élevées. Et donc, ce sont souvent des fourmis qui viennent des pays chauds et qui vont donc monter. On en trouve maintenant... Bon, nous, on a à Toulouse de la fourmi d'Argentine, mais on a vu la fourmi de feu qui est arrivée aussi. Et donc, à mon avis, c'est plutôt ça qu'on a à craindre. Pour en savoir plus sur cette fascinante république des insectes, plongez-vous dans les ouvrages de nos invités, d'excellents scientifiques et d'excellents vulgarisateurs, comme vous avez pu le constater tout au long de cet épisode. On vous recommande La planète des insectes de Mathieu Lioro, qui vient de sortir chez Tana Éditions, et Les champignons de l'apocalypse de Audrey Dussutour, qui vient de sortir chez Grasset. Des livres que vous pouvez retrouver à la librairie Boutique du Quai des Savoirs, ouverte du mardi au dimanche, aux mêmes horaires que l'établissement. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Audrey Dussutour et Mathieu Lioro. Et merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son Laurent Codoul. Merci à eux et merci à vous qui nous écoutez tous les mois. Nous serons heureux de vous accueillir aussi au Quai des Savoirs dans l'exposition Comme des moutons. Et rendez-vous le mois prochain pour partir à la rencontre des foules festives en cette période estivale qui arrive. Ciao!